il n'y a pas moyen, Dja, pardon. Je veux rien savoir. Tant que ça continue, je ne rends pas le stream. Peuple de YouTube, bonjour. Non, je l'ai raté, j'ai tapé mon micro. On le refait. Peuple de YouTube, bonjour. Je vous ai sélectionné quelques perles de belle qualité. On reparle du compère Guillaume Meurice. Alors c'est vrai que tout le monde a donné son avis. On a vu Sophia Aram et Alain Finkielkraut la semaine dernière. Et si on écoutait Raphaël Enthoven? N'oubliez pas que Raphaël Enthoven, c'est l'homme qui est plus fort en philosophie que ChatGPT. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, cette suspension? Moi, j'ai toujours été hostile à l'exclusion de Guillaume Meurice. On ne vire pas un humoriste pour une mauvaise blague. Comment Raphaël Enthoven apporte son soutien à Guillaume Meurice? Cela dit, vous l'entendez venir? Vous le... Ne serait-ce pas au loin là-bas? Ne serait-ce pas un mec qui arrive? J'ai toujours été hostile à ça. Après... Alors c'est pas un mais, c'est un après. Vous n'êtes pas obligé, sur une chaîne, d'accueillir un humour pourri. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir un humour... La particularité de Guillaume Meurice, c'est qu'il n'a vraiment pas de talent. J'imagine bien sûr que Raphaël Enthoven a un talentomètre, je crois. Sans doute, hein, sans doute. Il le remplace par une forme d'insolence qui lui permet de faire pousser des cris d'indignation plutôt que des éclats de rire, si vous voulez. Mais bon... Le problème, c'est que maintenant que le Grand Dimanche Soir, l'émission de Charline Vanhoenacker est en public, on se rend compte quand même que souvent les gens rient. Après, peut-être que les gens qui rient ont eux aussi un humour pourri. Du coup, ça compte. J'ai envie de dire, ça compte, tu vois. Les gens qui n'ont pas de talent et qui font un humour pourri font rire ceux qui n'ont pas de talent non plus et qui ont un humour pourri, ça marche, ça marche. J'ai quand même l'impression que c'est une épine dans le pied de l'argumentation de Raphaël Enthoven, mais qui suis-je pour juger? Moi, je ne suis pas philosophe, hein, au fond. Mais que la présidence de Radio France invoque la discipline et comme Zeus brandisse la foudre et remette 20 balles dans la machine, ça me paraît absurde. Il n'y avait pas lieu de le virer pour cette raison-là. J'ai toujours été contre le virer pour cette raison-là. En revanche... Car, cela dit, encore une fois, moi je n'aime pas l'humour de Guillaume Meurice, j'ai le droit encore de le dire. Tout à fait, Raphaël, tu as tout à fait le droit, c'est même ton droit le plus absolu de dire que tu n'aimes pas l'humour de Guillaume Meurice. C'est pas fini? Pour le coup, votre position est très claire. Non. Certains qui disent... Non. Elle est vraiment pas claire. Ta gueule! On va faire comme si elle l'était. Ceux qui dissertent ou qui fustigent à longueur de journée la cancel culture sont un peu moins sonores sur le sort de Guillaume Meurice. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Justement, d'ailleurs, c'est-à-dire que là encore, Radio France a mis tout le monde en situation d'obligation de défendre Guillaume Meurice, justement. Donc, ouais. Non, c'est pas vrai. Si, on l'a vu avec Alain Finkielkraut, on l'a vu avec Sophia Aram, maintenant avec lui-même. Si, c'est vrai. Que dans le cadre du renouvellement ou d'une proposition nouvelle sur une chaîne, un humoriste qui a longtemps travaillé sur cette chaîne quitte cette chaîne. J'ai moi-même travaillé 13 ans à France Culture. J'ai pas lancé des manifs quand j'en suis parti. Ça ne me paraît pas choquant. Ce que dit Raphaël Enthoven, c'est: je n'étais pas pour l'exclusion disciplinaire de Guillaume Meurice, car pour moi, ça ne se plaide pas. On peut déplorer une blague pas drôle sans pour autant souhaiter le renvoi de l'humoriste en question. Maintenant, dit-il, le problème de Guillaume Meurice, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de talent, et en cela, ça ne le choque pas qu'il soit renvoyé, mais tout simplement dans l'évolution de la ligne éditoriale de France Inter. Alors, on va revenir quand même sur cette phrase. Cela dit, encore une fois, moi je n'aime pas l'humour de Guillaume Meurice, j'ai le droit encore de le dire. Alors, je vous rappelle que la philosophie, c'est quand même l'art de la pensée. L'art de produire une pensée articulée, dont tous les fondements sont solides, dont les conclusions découlent logiquement et rigoureusement des prémices que l'on a posées. Voilà. Raphaël Enthoven nous dit: à la fois, Guillaume Meurice ne me fait pas rire, j'ai quand même encore le droit de le dire, tout à fait, il en a le droit absolu. Littéralement, 30 secondes plus tôt, il nous dit: Guillaume Meurice n'a pas de talent.
présent général de l'indicatif. Si j'étais un peu malicieux, je dirais que le philosophe qu'il est devrait quand même s'interroger sur le fait que l'art est toujours un vécu subjectif. L'objectivation de la qualité de l'art est par définition impossible, du moins tant que le temps, l'histoire, la critique sédimentée sur des siècles et des siècles n'est pas passée pour faire le tri. C'est ce qui fait que de dire d'un artiste qu'il a du talent ou qu'il n'en a pas, c'est plus que présomptueux, c'est stupide. Le degré zéro, me semble-t-il, du philosophe, c'est quand même de savoir faire la différence entre « je n'aime pas les haricots verts » et « les haricots verts, c'est pas bon ». Ce qui ne te fait pas rire, et que tu as le droit de le dire que cela ne te fait pas rire, peut-être que d'autres apprécient, et d'ailleurs, il me semble... Mais là encore, je sais pas, c'est peut-être que moi, il me semble que quand l'émission est tournée en public et que le public rit, dire que l'humour ne fait pas rire, il me semble que c'est contredit par les faits, voilà, par la factualité la plus immédiate. Voilà. Après, encore une fois, comme je vous le disais, moi je n'ai pas gagné un concours de philosophie contre ChatGPT, donc après tout, qu'est-ce que j'en sais? Nous avons maintenant un philosophe vainqueur d'un duel homérique contre ChatGPT qui dit que Guillaume n'a pas de talent. Bon bah désolé Guillaume, va falloir faire autre chose, je sais pas, vendre des churros sur la plage, le talentomètre a parlé. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, mais si vous l'avez pas vu, il y aura même pas besoin de commentaires, c'est on se la regarde, voilà, c'est juste on déguste. Alors il parle de la cérémonie des JO, enfin de l'accueil de la flamme à Marseille. Et au lieu d'avoir Marius et Fanny, on a eu Judge. Quand j'ai vu ça, je me suis tourné vers mes petits-fils et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez Judge? Ils me disent, ah bah oui, très bien. Ils m'ont montré la chanson Bande organisée. Et là, Macron, il était à Marseille contre la drogue il n'y a pas longtemps. Et là, il connaît Judge, parce que moi, depuis hier, je connais Judge. Parce que ça ne s'arrête jamais. c'est l'histoire des flics et des dealers qui se courent après. Je serais policier marseillais, je me dirais, ils n'ont pas été foutus d'aller chercher Zidane et ils mettent Judge. C'est un signe des temps. C'est le début de l'opération. Parce que quand la promenade de la flamme va arriver à Paris, devant le Sacré-Cœur, vous allez avoir un ballet de drag queen. J'avais pas vu ça. Et voilà, l'élégance française. Il sait même pas quoi en dire lui-même. Il sait même pas pourquoi ça le choque. Il sait juste qu'il aime pas. Ensuite, vous avez le massacre de la langue française, parce que je suis désolé pour Aya Nakamura, je l'ai vu le... Aya Nakamura, bien sûr, hein. Il était pas loin, hein. Franchement, Aya Nakamura, on peut presque lui valider, vraiment. Elle dînait avec Brigitte, et elle est certainement très sympathique et volumineuse. Par son Ah oui, bien sûr. La misogynie tranquille. volumineuse, par son talent. Ah, Mais, on avait pas eu la fin. Ah, il nous a trollé. Elle est volumineuse. Par son talent. Pas mal. Il nous a troll, il nous a eu. Mais Yaya, il n'y a pas moyen, Yaya, Dja, pardon. Oh, Dja, y'a pas moyen. Dja. Ça ne s'arrête jamais. Je veux rien savoir. Tant que ça continue, je ne rends pas le stream. Il n'y a pas moyen, Yaya, Dja, pardon. Il n'y a pas moyen, Yaya. Il sait pas de quoi il parle. Il sait même pas pourquoi il dit ça. C'est les borborigmes. Donc, il faut qu'ils arrêtent. À chaque mot. C'est des borborigmes. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Toutes nos élites dirigeantes, il faut qu'elles arrêtent. En fait, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire, nos élites dirigeantes? On peut plus. À nous couper de nos rêves, à nous couper de nos anciens, à nous couper de nos pères, à nous couper des rêves de... La tête d'Eliott Deval. Il est en train de voir sa vie défiler devant ses yeux. Il réinterroge vraiment tous ses choix professionnels. Il se dit vraiment à quel moment les choses ont déconné pour que j'en vienne à vivre cette situation. À inventer une nouvelle France qui n'a plus rien à voir avec la substance française qui fait la fierté du monde. La France est regardée comme le miroir du monde, comme le miroir du beau dans le monde, comme le mystère du monde. Et voilà qu'on nous propose Dja et Judge.
Il a confondu Yaya et Juge alors que c'était Jaja et Joule. Moi, je dis ça. Alors en plus, Vous avez entendu, il a tenté, ils en peuvent plus, ils ont tenté de le passer. Ils ont tenté de le placer en lui disant non, Philippe, arrête, franchement, plus maintenant, c'est plus possible. Écoutez. moi, je dis ça. Alors en plus, la gastronomie, avec la véganisme. Ah oui, les véganes, les véganes, il manquait ça. Les véganes, c'est parti. Il n'y aura plus de viande, etc. Jésus, Marie-Joseph, des poros. Attendez, j'en peux plus, je vois plus rien. J'ai de la buée sur mes lunettes. Philippe de Villiers, c'est Joule. Hein. Joule. Fini avec. Ah putain, il a la ref. Il a passé 10 minutes à lui chier dessus. Et en vrai, il a la ref. Je crois qu'on va pas faire d'analyse. Trigger warning, les amis. Nous allons évidemment parler de Gérald Darmanin. Il nous propose un argument tout à fait intéressant sur ce qui s'est passé autour de l'évasion de Mohamed Amra et le braquage qu'il a eu lieu sur un péage. Les trafiquants ne vendent qu'un produit que des gens achètent. On ne peut pas à la fois pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joint. C'est pas possible. Chacun est responsable. Tous ceux qui consomment sont responsables de la mort de ces 2 agents pénitentiaires. Ils participent à la violence extrême autour du trafic de drogue. Rien n'est récréatif dans la drogue, tout est mortel. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, là, les stoners du chat? J'ai envie de dire que rendre responsables les consommateurs de toute la chaîne de malheur qui existe derrière leur consommation, si on commence à ouvrir cette boîte de Pandore, moi je veux bien. Mais alors attention les amis, parce que moi je serais très intéressé de savoir où Gérald Darmanin achète ses caleçons par exemple. Est-ce qu'on serait pas potentiellement sur du Zara, Uniqlo, H&M? Auquel cas Gérald Darmanin est responsable de la mort d'enfants. On sait que cette production elle est le fait notamment d'enfants qui travaillent dans des conditions absolument ignobles. Certains périssent, on l'a vu dans l'effondrement d'ateliers. Pour peu qu'il y ait du made in China, là t'as quand même une bonne chance sur 2 que ce soit fait par les Ouïghours. Là si je suis la logique de Gérald Darmanin, il se rend responsable de la mort de milliers d'êtres humains. Si tu commences à vouloir rendre responsables les consommateurs de toute la chaîne de malheur qu'il y a derrière la production, on est sur une pente qui va vite devenir glissante. Il faut pas non plus se voiler la face et dire que avoir un discours sur les conditions de production, c'est important. Il faut pouvoir dire, par exemple, que quand tu as les moyens de faire le contraire, ne plus acheter de choses dans la fast fashion, c'est même encore mieux. Il faut pouvoir avoir ce discours-là, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir un discours politique sur les malheurs induits par les chaînes de consommation. Mais la frontière, c'est quand ce discours se teinte de culpabilisation, quand tu dis c'est de votre faute si. Et c'est là où en fait le problème émerge, parce que non, personne ne peut vivre parfaitement dans un monde imparfait, et malheureusement notre monde il est quand même sacrément imparfait, et donc dans un monde où en réalité tout ce que tu consommes est le produit de chaîne de production qui très souvent ne fonctionne que par le malheur, l'exploitation de la pauvreté, l'émission de gaz à effet de serre. Bon, bien évidemment que vivre parfaitement, c'est très difficile. Donc il faut tenir les 2 ficelles. C'est là où Gérald Darmanin est totalement critiquable, quoi. Le vrai problème, c'est l'individualisation, de faire peser la seule responsabilité sur les consommateurs, alors même qu'il est responsable politique, et il devrait y avoir, il pourrait y avoir des solutions collectives, décidées, impulsées par la puissance publique. Est-ce qu'on se ferait pas un 2-hit combo? Pascal Praud, Florian Philippot. Incroyable mais vrai, vous n'aurez dans cet extrait ni complotisme, ni racisme, ni xénophobie. C'est une safe place. On s'écoute cette petite perlouse. À titre personnel, les gens doivent s'interroger. Comment vous vivez? Parce qu'il y a... Quels sont vos revenus? Je vis de mes activités, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai pas de mandat. Oui, donc vous êtes un professionnel dans... Parce qu'à un moment, mais je suis pas un professionnel, justement. Non, mais faut être... J'ai créé un mouvement politique qui avait 2000 adhérents il y a 5 ans. Vous n'avez pas de revenus politiques. Il y en a 40 000 aujourd'hui. Vous n'avez pas de revenus politiques, donc forcément, il faut que vous fassiez un métier de conseil. Oui, on se débrouille, on vit. Oui, mais on se débrouille, ça veut dire quoi? Vous êtes dans quelle activité? Je suis à mon propre compte. Voilà, donc son activité, c'est à mon propre compte. De conseil? Je fais, oui, conseil si vous voulez. Enfin, je travaille, quoi. Mais dans quelle activité? Je suis comme beaucoup de Français en auto-entreprise, voilà, c'est tout. Voilà. C'est un statut, ça, Florian, c'est pas un travail. Mais dans quel secteur? Mais justement, oui, conseil, vous avez raison, tout à fait. Et j'essaie de faire en sorte de développer un mouvement politique. Oui, je travaille, ta gueule. Regardez bien chez Pascal Praud. Tu sens qu'il va te sortir une saloperie. Regardez. Dans les urnes. Donc nous allons créer cette dynamique. Là, vous avez personne aujourd'hui. Vous n'avez les lunettes. Le moment où il enlève ses lunettes
Et il se penche en avant. Attendez, vous n'avez sur le territoire aucun élu national. Vous-même, vous n'avez pas de... C'est les lunettes. Hein. Il est pris dans le Mangekyo Sharingan d'Itachi. Mangekyo Sharingan. Nouvelle perle, on revient bien sûr sur le dernier point presse à l'issue du Conseil des ministres, c'était mercredi dernier. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, il y a un des journalistes du média qui lui pose une question. J'aimerais avoir votre réaction personnelle et peut-être aussi celle de la porte-parole du gouvernement sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter depuis le dîner du CRIF par Julien Baloul. Julien Baloul, ancien journaliste de la très problématique chaîne I24 News, mais aussi, peut-être surtout, ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Julien Baloul qui n'hésite pas à glorifier l'action militaire d'Israël, aujourd'hui qualifiée de plus en plus d'actions génocidaires à Gaza. Le 6 mai est aussi le jour où Rafah subissait ses premières attaques. Et d'ailleurs, je rappelle aussi les propos du président, au passage, avant de vous poser ma question, où il disait, le président Macron, que l'envahissement de Rafah serait une ligne rouge que la France ne pourrait pas accepter. Et donc on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Baloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo? Et est-ce une position personnelle ou celle de la porte-parole du gouvernement? Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF? C'est pas ma question. Moi, je me permets. C'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse. Là, vous sentez évidemment se mettre en place toute la technologie rhétorique de diversion qui consiste à parler de toute autre chose. Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF lors de laquelle cette photo a été prise? Oui. Donc, si c'était pas le cas, la photo serait un deepfake. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, elle a apporté des précisions qui n'étaient pas essentielles. C'est une des techniques de langue de bois, hein, c'est-à-dire l'art de ne pas répondre à la question qui vous était posée, les plus traditionnelles. D'ailleurs, voilà, il se pourrait qu'elle soit évoquée dans ce livre, hein, le pouvoir rhétorique, bien sûr, paru aux éditions du Seuil en 2021. Ça, c'est la version grand format, il y a une version poche, mais la version grand format est vraiment mieux. Elle est vraiment plus agréable, elle me rapporte plus d'argent. L'intérêt d'éloigner ta réponse de la question qui t'a été posée, c'est qu'au bout d'un moment, plus personne ne se souviendra de la dite question, tu peux donc répondre à une autre question qui t'avantage. L'une des stratégies, eh bien, c'est d'utiliser le cadrage. Tu vas proposer un élément de cadrage, proposer un élément d'information qui n'a absolument aucun intérêt, qui n'apporte rien à la question, qui te permet simplement de gagner du temps. Dans ce temps que tu t'es offert, tu peux réfléchir et tu peux éloigner la réponse apportée de la question posée et donc répondre à une toute autre question que celle qui avait été formulée initialement. Voilà. Ce qu'est en train de faire Prisca Thévenot, c'est vraiment dans les règles de l'art, hein, conformément bien sûr à ce petit ouvrage, hein, le pouvoir rhétorique, c'est une stratégie de cadrage préalable à une stratégie de contournement. Une fois que tu as recadré la question différemment, eh bien tu peux la contourner pour répondre à ce qui t'intéresse. Voilà. C'est dans le livre, il y a marqué stratégie de langue de bois, je veux pas répondre à une question, je fais d'abord du cadrage puis du contournement. Voilà, c'est dans le livre. C'est pas moi qui dit que Prisca Thévenot fait de la langue de bois, c'est l'auteur. Je suis présente devant vous en tant que porte-parole du gouvernement dans la salle du compte-rendu du Conseil des ministres. Elle n'a toujours pas répondu, mais là du coup, elle va pouvoir répondre à la question qu'elle aurait aimé qu'on lui pose. C'est le fait du 7 octobre et de l'attaque terroriste commise par le Hamas. C'est aussi ce qui s'est passé depuis 48. Je peux... Allez-y, mais c'est un échange. C'est une réponse. Par rapport à cela, la position de la France, j'ai pu le répéter à de nombreuses reprises devant vous et devant vos confrères, et je le répète aussi aujourd'hui parce que c'est important de le faire. C'est pas inintéressant comme réponse. Le problème, c'est que c'était juste pas la question posée, voilà. Mais ça, on l'avait vu venir avant, hein. Spoiler, ça va pas s'arrêter là. Elle est très claire et très limpide. C'est la libération immédiate des otages. Et je tiens à le rappeler aujourd'hui. Et donc, pas de réponse à cette question. Je vous ai répondu. Je vous la reformule. La photo a beaucoup fait parler. Alors, c'est une stratégie qui ne marche que dans un cas, c'est si le journaliste, ou du moins la personne qui est en face de vous, ne va pas reposer sa question, bien sûr. Sans quoi, tu vas te reprendre la même question, reformulée de la même manière, et, comme on dit dans le football, tout sera à refaire. Je n'ai posté aucune photo. Alors c'est pas non plus le problème. C'est un selfie, donc certes elle n'est pas responsable de l'avoir diffusé. Par contre, elle aurait pu refuser de poser dessus. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas aux autres personnes, aux milliers de personnes sur Twitter qui ont été touchées par de voir une ministre poser à côté d'une personne qui glorifie. Il y a 2 semaines, cette personne, sur BFM, face à un député de la... Je crois que c'était LFI, Caron, je crois, disait être fier de l'action de ses camarades là-bas.
qui tue des gens en ce moment. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Je viens de parler, je vous ai répondu. Oui, c'était pas Merci. une réponse à ma question. Ben, merci beaucoup, à plus tard alors. On est d'accord que it's the same picture. J'ai pas laissé le meilleur. Réponse à ma question. Ben, merci beaucoup, à plus tard alors. Bon. Bon, bah, elle n'aura pas répondu, hein, bien évidemment. Ce que vous voyez là, c'est, de manière étincelante, la manifestation d'un sentiment d'irresponsabilité. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, membre du gouvernement, ministre de la République, dont la parole et l'image engagent à minima en partie celle de la République française, Prisca Thévenot estime ne pas avoir à rendre de compte. Alors qu'elle était présente à ce dîner en tant que ministre de la République, elle accepte une photo avec un personnage qui est un personnage public. Savoir ce qu'elle pense de cette photo et si les positions du dit personnage engagent les siennes, ce qui ne va pas de soi évidemment. Savoir cela, je pense, est une question d'intérêt public. On attendrait à minima une réponse. Quand en tant que ministre on vous demande une photo, bah vous dites oui parce que voilà c'est la politesse, ça ne dit rien ni de ma proximité avec cet homme, ni encore moins de ma proximité avec ses positions. Si elle répondait ça, fin du débat en réalité. Elle ne répond même pas cela parce qu'elle s'estime au-dessus de la responsabilité. Et ça c'est quand même un problème. Le fait que les membres du gouvernement soient tenus pour responsables de leurs actes, qu'ils ne s'y soustraient pas, qu'ils acceptent de les justifier et de s'en expliquer, c'est quand même la définition la plus minimale qui soit de la démocratie. Cette séquence, qui évidemment est un peu malicieuse, qui pousse un peu à la taquinerie, on le voit, elle est moins anodine que cela. Ce qu'elle révèle en réalité, c'est une conception du gouvernement. Le gouvernement qui se situe au-dessus des citoyennes et des citoyens, et qui, à ce titre, n'a pas à lui rendre des comptes. Merci YouTube de nous avoir suivis avec pendant ces perles. J'espère que t'as passé un bon moment. Abonne-toi à YouTube évidemment. N'oublie pas de t'abonner, mets la cloche, tout ça.